fait en 2019, a publié un ouvrage avec M. Parmentier sur la Moldavie, à la croisée des chemins. C'est un petit livre, mais extrêmement complet, puisqu'elle parle de ses origines et surtout, bien sûr, elle donne son témoignage. Ensuite, il y a un ouvrage qui est apparu en 2021. C'est un gros ouvrage d'entretien que j'ai eu le plaisir de faire avec Mme Durieux sur sa vie de parlementaire et ses très nombreux voyages. Bonsoir à tous, excusez-moi, j'étais perdue. Bon, la Moldavie, pourquoi la Moldavie? Quand on m'a proposé de travailler pour la Moldavie, moi non plus, je ne savais pas où était la Moldavie. Alors à ce moment-là, j'étais sénatrice, et en tant que sénatrice, déléguée au Conseil de l'Europe. On a plusieurs missions quand on est parlementaire. Donc j'ai été déléguée au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est à Strasbourg, il a été créé en 1949, aujourd'hui il y a 47 États membres, et il y en a un qui vient d'être exclu l'an dernier, c'est la Russie. Sinon, le Conseil de l'Europe, c'est la grande Europe, avec tous les Balkans, le Caucase, l'Asie, même l'Asie centrale. Donc, à un certain moment, quand j'ai commencé en 1993, on m'a très vite proposé ce sujet, la Moldavie. Alors, je ne savais pas où elle était, j'ai cherché sur un cas. J'y suis allée une première fois avec une commission. C'était un moment assez difficile, assez sinistre même. C'est au moment où il y avait la fameuse guerre de Transnistrie, dont nous allons parler tout à l'heure. On va parler de la Transnistrie, on va parler de cette guerre, et c'est une guerre qui a eu lieu en Moldavie, puisque la Transnistrie fait partie de la Moldavie, entre 92 et 94. Donc la Moldavie se situe entre la Roumanie et l'Ukraine. Elle ne touche pas à la Russie. Elle ne touche pas non plus à la mer Noire. C'est un petit pays enfermé dans les terres, isolé dans les terres, et qui a toute une histoire dont va vous parler Jean-François maintenant, qui est celle de l'ancienne Bessarabie. On connaissait mieux, surtout quand on a appris un peu d'histoire, la Bessarabie que la Moldavie. Mais c'est une partie de la Bessarabie. Je vous rends le micro, Jean-François. Merci. En ce qui me concerne, je dirais simplement que je suis allé une fois en Moldavie, au printemps 2000, très peu de temps, mais c'est resté pour moi un grand souvenir, parce que j'ai été accueilli là-bas, j'étais invité par l'Alliance française, par un jeune directeur d'un dynamisme extraordinaire, avec une ambassadrice de France, à l'époque il y avait une ambassade de France en Moldavie, également extraordinaire, et j'ai trouvé une ambiance durant tout le séjour. On a tout fait pour que je visite les archives du Parti communiste moldave, pour que je rencontre des gens, ça a été vraiment quelques jours très agréables. Je n'ai pas pu bien visiter, mais c'est un moment important. Alors, autre point de l'introduction, c'est l'un des conflits gelés, aux portes de l'Europe. Alors, je cède la parole à Mme Durieux. On a eu une autre carte. Ouais. Il y a deux cartes. Celle-ci, c'est la mienne, et celle-ci, c'est celle de Jean-François. Je vais commencer par celle-là. Conflit gelé. Ça veut dire, disons, il y a eu des guerres, des conflits qui ont été arrêtés. Il y a eu un cessez-le-feu et il n'y a jamais eu de traité pour conclure ce conflit et l'arrêter définitivement. Eh bien, si vous regardez la carte qui est à gauche, puis on regardera l'autre après, il y a un chapelet de zones que l'on dit chaud ou que l'on dit gelé. Mais on se rend compte que les conflits gelés peuvent redevenir violents et purulents rapidement. Là-haut, le premier point, là-haut, Kaliningrad, plus bas. Le point à gauche. Voilà. Je n'en parle pas trop, mais Kaliningrad, c'est une poudrière. C'est une enclave russe entre la Pologne et la Lituanie en bordure de la Baltique, bourrée
et d'armes, de missiles, d'antimissiles, de chars, tout ce que les Russes ont comme armement sophistiqué est stocké en partie à Kaliningrad. Pour le moment, il ne se passe rien. Le jour où il se passerait quelque chose à Kaliningrad, ce serait grave. Mais c'est un point chaud. Si l'on descend et que l'on regarde, bon, vous avez à gauche, en dessous d'Ukraine, à gauche, là, voilà, c'est la Moldavie. Et par conséquent, il y a là un conflit gelé, et bien gelé, vous l'avez là-bas aussi, mais on y reviendra tout à l'heure, qui peut-être au moment de cette guerre, il y a 6 mois, aurait pu effectivement devenir un lieu chaud, et peut-être même, si vous voulez, purulent et dangereux. Je crois que maintenant, on s'est éloigné de ce danger, mais il faut toujours parler de la Transnistrie. Les 2 autres points que vous avez à côté, c'est celui du milieu, vous reconnaissez la carte, c'est la Crimée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la Crimée? Pour le moment, c'est une zone de conflit. On regardera les autres cartes. Depuis 2014, elle a été annexée, mais l'annexion n'est pas forcément définitive. Et peut-être que si l'histoire tourne dans un sens ou dans un autre, l'Ukraine la récupère et la Russie la perd, ou vice-versa. L'autre point à droite, c'est la zone du conflit. On regardera notre carte tout à l'heure. C'est le Donbass et le Donetsk. Ça, c'est sur cette partie continentale et européenne de la frange ouest. Plus bas, à droite, là, nous sommes en bordure des premiers pays du Caucase. Entre la mer Noire et la mer Caspienne, là, vous avez la Géorgie, puis vous avez l'Arménie, puis vous avez l'Azerbaïdjan. La Géorgie, rappelez-vous ce que je vous dis ce soir, ce sera, si Poutine gagne, le prochain point chaud. Parce qu'il y a eu déjà 2 moments où il est entré violemment, les Russes sont entrés violemment en Géorgie, quand ils ont appuyé le soulèvement en Abkhazie, et quand ils sont entrés délibérément en Ossétie. Géorgie, point chaud. Les autres, en dessous, vous avez l'Arménie. Qu'est-ce que c'est l'Arménie, hein? Vous partez sur l'autre carte là-bas? Ah, pourquoi pas? Elle est Bon, il y a encore... Non, l'Azerbaïdjan. Là, l'Azerbaïdjan, vous en avez entendu parler il y a 3 ou 4 mois, oui, de la guerre en Ukraine, et tout d'un coup, c'est reparti en Azerbaïdjan. C'est pas fini. On y reviendra, il y a une autre carte, mais je ne l'ai pas là. Ce n'est pas fini en Azerbaïdjan, parce qu'il y avait 2 zones de conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'une qu'on appelle le Haut-Karabakh, c'est réglé. L'Azerbaïdjan l'a repris, l'Arménie a capitulé, pour le coup c'est réglé, et ce n'est plus un conflit gelé sur le Haut-Karabakh, sauf que sur cette carte on ne le voit pas, il y a encore une petite zone au sud. Peut-être qu'il y a une autre carte. Elle vient, hein, Jean-François? Oui, c'est celle-là. Voilà, il y a eu... Alors, ce qui est en rouge, c'était le Haut-Karabakh il y a 3 mois. L'Azerbaïdjan est rentré brutalement, vous avez vu repartir les Arméniens. Plus de 100 000 Arméniens qui quittent ce Haut-Karabakh. C'est une terre qui est dans l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplée à 90%, qui était peuplée à 90% d'Arméniens. Ils sont tous repartis vers l'Arménie, bien sûr. Sauf qu'il y a un autre petit bout, là, qui s'appelle Nakhichevan. Eh bien, c'est encore là, c'est encore l'Azerbaïdjan. Donc, c'est pas fini. Cette zone est encore chaude, ce conflit n'est pas terminé. Donc, si vous regardez maintenant la précédente carte, celle que vous aviez tout à l'heure, je passe très vite, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais regardez les Balkans. Vous reconnaissez les Balkans, il y a 2 points. Les Balkans, c'est de là que sont parties certaines guerres. C'est là qu'ont eu lieu encore, après la Deuxième Guerre mondiale, d'autres conflits régionaux. Eh bien, vous avez 2 foyers qui couvrent dangereusement la Bosnie-Herzégovine, où l'on croit que tout est réglé parce qu'on a créé la Confédération de Bosnie-Herzégovine, c'est pas vrai, et l'autre c'est le Kosovo, qui n'est reconnu que par un certain nombre de pays et pas par les autres. 2 points très chauds,
Tout à l'heure, je vous ai dit que vous entendrez reparler de la Géorgie. Maintenant, je vous dis, soyez attentifs sur les Balkans. Ça repartira des Balkans. Il y a un pays qui est sorti amputé de tous les derniers conflits, c'est la Serbie, et qui n'accepte pas d'avoir perdu une partie de son territoire au profit de la Bosnie, une autre, le Kosovo, au profit des Albanais. On passe sous silence, mais il faut quand même le signaler, le fait qu'en Méditerranée, c'est sur l'autre carte, Jean-François, il y a un conflit chypre qui dure depuis 1974, conflit entre les Grecs et les Turcs. Croyez-moi, ça choque tous les jours, parce que les circonstances sont chaque jour différentes et que maintenant, autour, on vient de découvrir qu'il y avait dans la mer du gaz et du pétrole. Vous comprenez bien que rien ne sera laissé au hasard ni par les Grecs ni par Erdogan. Deux pays qui ont des armées parmi les plus puissantes d'Europe, Chypre toujours dangereux. Et pour finir, au Moyen-Orient, ces conflits, il y a la Syrie, c'est pas réglé. Et il y a le conflit israélo-palestinien. On avait cru qu'il était nationalisé. On avait cru que le problème des Palestiniens passerait par perte ses profits. Ce n'est pas le cas. Ce ne pouvait pas être le cas. Je connais bien le Moyen-Orient. Donc, un chapelet de zones et de points à problème qui font de cette frontière de l'Est de l'Europe une frontière qu'on a dit instable. Non, elle n'est pas instable si on respecte les traités et les traités internationaux qui ont délimité les frontières des États. Et on respecte après la souveraineté, l'intégrité de ces États. Dans ces conditions du respect du droit, il ne devrait pas y avoir de zone à problème, sauf le Kosovo, qui n'est pas réglé. Sauf que maintenant, le droit international, eh bien, on est en train de défaire, et à toute vitesse, et consensuellement, tout ce qu'on avait mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, effectivement, une zone d'instabilité aujourd'hui, perçue comme une zone d'insécurité hier. Et je pense, si vous voulez, que la Moldavie, elle est là, avec la Transnistrie, et c'est pas rien, au milieu de ce chapelet. Mais vous voyez, il y a d'autres problèmes et d'autres raisons d'être inquiets. Merci. Alors, donc, quelques données générales sur la Moldavie, rapidement. Donc, c'est un petit État, d'abord, 33 700 km², ça veut dire donc la moitié de l'Occitanie. Ensuite, peu peuplé, environ 3 500 000 habitants, dont presque 1 million de migrants, d'émigrés. Ensuite, comme deux capitales, une capitale, Chisinau, qui compte 800 000 habitants environ, et en Transnistrie, donc ce qu'on appelle la capitale de cet État autoproclamé, Tiraspol, avec 150 000 habitants environ. Petit État peu peuplé, bien sûr vous m'interrompez quand vous voulez ajouter ce que vous évidemment. Un pays marqué par de longues occupations étrangères. Là je vais être un peu plus long mais pas trop. Donc, à l'origine, au début du Moyen-Âge, la principauté de Moldavie forme un État souverain, mais un État quand même disputé par des voisins très puissants comme la Hongrie ou la Pologne à l'époque, régulièrement attaqué aussi par les Tatars, les fameux Tatars de Crimée. Alors la puissance maximale et son étendue aussi maximale sont atteintes à peu près au XVe siècle, sous un ospodar, c'est-à-dire un prince dont le plus connu est un certain Étienne III, qui a sa statue dans la capitale. Il y a eu un rôle au moment de la dissidence, j'en parlerai tout à l'heure, à propos de cette statue. Donc, pourquoi les Moldaves considèrent Étienne III comme leur grand roi?
c'est parce qu'il a été victorieux des Tatars, victorieux des Hongrois, il a résisté aux Ottomans, mais il a été un conflit quand même très ouvert avec la Pologne. Donc, un moment de relative indépendance à la fin du Moyen-Âge. Ensuite, pour aller au galop, plusieurs occupations. D'abord, une occupation ottomane, à partir du XVIe siècle, donc, l'Empire ottoman devient le suzerain de la Moldavie. Donc, la Moldavie n'est pas une province, mais un État vassal. Il y a une nuance quand même. Ça veut dire que la Moldavie doit payer un tribut régulièrement au sultan de Constantinople et que la Moldavie va être entraînée aussi dans de nombreux conflits dans lesquels l'Empire ottoman est concerné. Donc, ce qui est important pendant l'occupation ottomane, parmi bien d'autres choses, c'est l'arrivée imposée par le sultan de Constantinople, l'arrivée sur le trône de la Moldavie, comme Gospodar, de familles qu'on appelle des familles fanariotes. Vous savez, il y a un quartier à Constantinople, le Fanar, il y a le lycée qui est tout à fait en haut, et dans ce quartier habitaient de très riches familles d'origine grecque, orthodoxe, et le sultan va choisir des personnalités dans ces familles fanariotes pour les mettre notamment à la tête de la Moldavie. Et ceci durant tout le XVIIIe siècle. Pourquoi en parler? Parce que ces familles fanariotes, dont le premier a été ce Nicolas Mavrocordato, ce sont des familles, on est au XVIIIe siècle, très lettrées, très inspirées par la France des Lumières du XVIIIe siècle, et donc ces hospodars qui sont nommés par l'Empire, le sultan, mais qui vont s'installer en Moldavie, vont en partie faire régner une culture française. Donc ça explique notamment pourquoi aujourd'hui la France et même le français sont plutôt familiers de la part des Moldaves. Et ça explique aussi pourquoi les Français, on est si bien reçus là-bas. Donc, ce Nicolas Mavrocordato est le premier des fanariotes, de ces Grecs orthodoxes nommés par le sultan à la tête de la Moldavie, et son fils surtout jouera un rôle important. Son fils est Constantin. Il va réformer la fiscalité et il va mettre fin au servage, ce qui est très important. Malheureusement, lorsque les Russes vont s'emparer de la Moldavie, ils rétabliront le servage. Mais le servage a été aboli. Ce sont les idées des Lumières, les idées françaises, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ensuite, après l'occupation ottomane, ce qui compte, c'est l'occupation russe. Alors, la Russie avait été en guerre perpétuelle contre la Turquie. Il y a eu au moins 8 guerres importantes au XVIIe, au XVIIIe siècle entre la Russie et la Turquie. Et finalement, donc, le tsar, j'ai mis Alexandre II, je ne sais pas pourquoi, puisque c'est sous Alexandre Ier que le tsar annexe définitivement la Moldavie, en 1812. Donc, à partir de ce moment-là, il y a 2 Moldavies. Une Moldavie que les Russes appelleront Bessarabie, c'est-à-dire la Moldavie orientale, ici, qui sera incluse donc dans l'Empire tsariste, et une Moldavie occidentale qui sera incluse dans la Roumanie qui sera créée avec l'aide de la France, de Napoléon III, en 1859. Donc, la Bessarabie alors, il y a des problèmes de langue. En Moldavie occidentale, c'est le roumain qui domine largement. En Bessarabie aussi, mais il y a le russe et il y a même l'ukrainien. Donc, ça c'est pour l'occupation russe. Alors, j'ai oublié de dire, mais vous vous en doutez pour ceux qui suivent le cours sur la Russie, on assiste pendant la période d'occupation
russe, donc de 1812 jusqu'à la fin de la guerre de 14, on assiste à une russification intense, comme faisaient les Russes partout. Alors d'abord rétablissement du servage, et ensuite, au début, les tsars ont accepté le parler roumain, et ensuite, la langue roumaine, à partir de 1878, a été interdite. Bon, c'est le russe qui est devenu... Le problème de la langue en Moldavie est un problème capital, aujourd'hui aussi. Russe, roumain, bon. Alors, je passe donc à l'occupation roumaine, parce que à la fin de la guerre de 14, à la suite du démembrement des grands empires, c'est-à-dire l'empire tsariste, l'empire d'Autriche-Hongrie, l'empire ottoman, à la suite donc de ce démembrement en 18, eh bien, la Roumanie obtient de s'agrandir considérablement. C'est ce qu'on appelle la Grande Roumanie. Donc, au départ, en 1859, lorsque s'était constituée la Roumanie, il y avait uniquement la province de Moldavie occidentale et la Valachie, ou Valaquie, et ceci avait formé la Roumanie. Mais à partir de 1918, la Roumanie annexe une partie hongroise, la Transylvanie, et la Moldavie orientale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Bessarabie. Donc, ça devient la Grande Roumanie, qui reste donc ce grand pays jusqu'en 1940. En 1940, autre occupation, ce sont les soviétiques, Staline, donc, qui va envahir la Moldavie. Cette occupation va être très dure. Je donne ce petit témoignage. Lors de ce petit séjour que j'ai fait en 2000, j'avais eu le plaisir de rencontrer un député, un certain Valeriu Matei, qui s'était entretenu longuement avec moi sur les souffrances, les manifestations d'indépendance du peuple moldave depuis 1940. Et il m'avait parlé de cette période lorsque les soviétiques ont envahi la capitale moldave et le pays. Il m'a dit que c'était affreux. Pourquoi les Russes avaient envahi ce qu'ils appelaient la Bessarabie ou Moldavie orientale? C'est parce que dans le pacte secret entre Hitler et Staline, le pacte germano-soviétique, dans les accords secrets, vous le savez, Hitler avait accepté que Staline ait toute une bande de terre, depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire, une bande d'influence. Bon, sous influence, une partie notamment de la Biélorussie, les pays baltes et la Bessarabie. Et dès que la guerre a commencé, dès 1940, Staline envahit la Bessarabie. Et là, le député en question me disait que l'invasion commence le 29 juin 1940, donc un peu en même temps que chez nous, en France, même si un peu plus tôt, par la liquidation de l'intelligentsia. J'ai pris des notes dans ce qu'il me disait. Il me disait, sur une population de 2 500 000 habitants, 1 million fut tué ou déporté en Sibérie. On peut encore aujourd'hui visiter à Chisinau. Si vous voulez me le faire visiter, j'ai eu le temps. Les caves où ont été torturés les Moldaves. Staline aurait eu le projet de déporter toutes les populations roumanophones de Bessarabie en Asie centrale. Mais, ironise mon député, il n'y eut pas assez de trains pour les transporter. Donc ça a été très dur, cette occupation soviétique. Je l'ai déjà décrite pour l'Ukraine, bon, c'est toujours le même homme, Staline, et la même férocité. Donc, à partir de 1945, après cette épuration terrible, la Moldavie, la partie orientale, la Bessarabie exactement, est incluse dans l'Union soviétique et forme une république soviétique. Je crois que Brejnev était d'ailleurs de Moldavie. Bien. Et j'arrive ainsi à l'indépendance. Donc, en 1991, l'Empire soviétique craque et dès le 27 août, la Moldavie proclame son indépendance. Bon, voilà en gros. Ensuite, la vie politique, les problèmes de la Moldavie indépendante sont des problèmes, disons, de rapport entre la Roumanie. La Roumanie, c'est culturellement le pays frère
au moins de la Moldavie occidentale, c'est évident. Même culture, même langue, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de Moldaves, il y a des Moldaves qui sont unionistes, qui souhaitaient l'union avec la Roumanie. La Roumanie a hésité un peu en 91, mais si vous voulez, la Moldavie était tellement pauvre, et la Roumanie aussi, que ce n'était pas un cadeau d'intégrer la Moldavie. Ça a été l'une des raisons, parmi d'autres, sans doute du refus de la Roumanie. Mais pour dire donc que la Roumanie joue un rôle extrêmement important. Bon. Ensuite, il y a l'Ukraine, voisine, et en Ukraine, il y a des minorités moldaves en Ukraine, donc les relations ne sont pas si simples que ça. Et bien entendu, il y a la Russie, qui considère comme l'Ukraine que c'est un pays qui appartient à tort tout à fait d'ailleurs, à l'Union soviétique, puis à la Russie, et qui donc a fait du problème de la Transnistrie, dont va parler longuement Mme Durieux, un problème capital, et c'est là, comme déjà Mme Durieux en a parlé tout à l'heure, la Russie a mis des réserves d'armement, etc., a fait de la Transnistrie vraiment une bombe prête à éclater. Alors, face à ces trois voisins, Roumanie, Ukraine et Russie, la vie politique moldave, depuis 1991, eh bien, a changé selon les partis politiques. Les uns sont pro-européens, pro-roumains, les autres pro-russes, la plupart du temps. Alors, voici, rapidement, et donc chaque fois je vais donner la parole à... Non, il faut mieux que vous alliez jusqu'au bout. Non, Mircea Znegur, donc c'est le premier président de la République de Moldavie. C'était déjà un apparatchik avant l'indépendance, et ensuite il a été élu premier président de la République. Alors, vous l'avez connu, non? Bon, eh bien, allez-y. 92, je suis élue sénatrice. 92, je rentre au Conseil de l'Europe. 93, on me confie le dossier de la Moldavie, où venait de se dérouler une guerre en 92, très courte mais terrible. Encore une fois, je ne connaissais pas. J'ai appris à connaître. J'y suis allée pour la première fois en 93, beaucoup en 94. Et jusqu'en 2011, oui, plus d'une quarantaine de fois, parce que je me suis totalement investie dans l'évolution politique de ce pays, très attachant, comme l'a dit Jean-François au début, très attachant, les Moldaves. Un peuple très sympathique, rural, mais ayant des traditions, une douceur, un folklore, c'est surprenant. Je me suis attachée à la Moldavie, ils se sont attachés à moi, et je ne pouvais pas me débarrasser de ce dossier, alors qu'à un certain moment, j'aurais bien voulu le faire. Mais il était important et intéressant, il est toujours la preuve, et c'était des relations permanentes avec la Russie et avec l'Ukraine, vous en doutez, et avec la Roumanie. Alors Jean-François a dressé, c'était déjà un petit tableau de ce pays, petit, pauvre aujourd'hui, hier moins, quand il était l'une des 15 républiques socialistes soviétiques, puisqu'il en était une des 15, il y avait cette fameuse région de la Transnistrie, qui était la région industrielle, la région de l'armement, où l'on fabriquait des armes. Sur 3 sites, Kovasna, Rybishna et Bender. Si je dis ça, c'est parce qu'il faut que l'on comprenne que la première fois que je rencontrais Znegur, il était président de la République en 91, vieil apparatchik, pas vu peut-être tellement, mais un vrai ingénieur agronome, il faisait partie du système, secrétaire général du Parti communiste. C'était un homme bien trempé, qui savait ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Quand je l'ai rencontré, la guerre de Transnistrie venait de se terminer. D'un côté, il y avait Znegur, de l'autre, c'était un signe. Il était assez tendu et épuisé par ce conflit. Et je me souviens qu'il m'avait dit, on n'est pas prêt de le régler, mais ceux qui me demanderont, je l'accepterai, sauf
si notre accord avec la Russie devait sceller la fin de la Moldavie. Autrement dit, il allait accepter une grande part d'autonomie de cette partie-là, jamais une séparation définitive. C'est le fleuve Nièvre qui est la frontière. Ne pas confondre avec le Dniepr, qui est du côté de l'Ukraine. Snegur, en même temps, il lui surgit un autre problème. Et je vais vous raconter cette anecdote parce que je m'en suis souvenue. Une partie de la Moldavie s'appelle la Gagaouzie, il faut le faire, la Gagaouzie. Et comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, les Turcs sont passés par là. Et ce sont essentiellement des populations descendantes des Turcs. Alors c'est tout petit, 27 communes, la plus grosse, Konrad, 900 habitants, un chef-lieu de canton de chez nous, 170 000 à peu près habitants en tout. Snegur, qui venait de vivre la guerre de Transnistrie et la sécession de la Transnistrie, était en train de vivre maintenant la rébellion de la Gagaouzie. Et il prend un papier blanc, j'étais avec lui, il me dit, quoi qu'il me demande, je signe. Et il signe ce papier, je l'ai gardé. Ben, je peux vous dire qu'un jour, il a effectivement donné une relative autonomie à cette autre partie de la Moldavie, qui est la Gagaouzie. Il avait signé une feuille en blanc, elle est restée longtemps. Puis il est parti. Alors maintenant, lui succède celui-ci, qui s'appelle Louchensky. Lui, c'est un philosophe communiste, hein, solide, tous, comment voulez-vous qu'il en soit autrement. Les deux, d'ailleurs, Snegur et Louchensky, pour revenir à ce que vient de dire Jean-François, avaient été portés leurs lettres de créance faire leur première visite officielle en Roumanie, à Bucarest. Ce qui prouvait par conséquent que tout soviétique qu'ils avaient été, eh bien, ils se souvenaient que ce qu'on appelle la Moldavie était partie prenante de la Roumanie. Louchensky, je passerai très vite, c'était un petit peu très intelligent. Il n'empêche que, je l'ai rencontré, je ne sais pas combien de fois, il a laissé passer le train de l'Europe. Je lui disais, vous avez fait un choix politique? Oui, il me dit, je pense que c'est l'Europe. Si c'est l'Europe, adhérer aux démarches qui étaient engagées, que la Roumanie saisissait, que la Bulgarie saisissait, et que Louchensky ne saisissait jamais. Il se prétendait pro-européen, il était pro-russe et il l'est resté. Si je dis ça, c'est parce que quand il est parti, celui qui lui succède, voilà, s'appelle Voronin. Alors lui, je l'ai vraiment connu parce qu'il est resté 10 ans. Il a fait 2 mandats. Lui, c'est la parachique, vraiment. Il faisait partie du Soviet suprême, c'était vraiment l'un des plus connus parmi les très grands. Il était réellement resté soviétique. Lui, la première visite qu'il a faite, c'est à Moscou. Et alors là, je reprends l'histoire de la Moldavie, de la Transnistrie et de Voronin pour vous dire comment les choses ont évolué avec lui. 1990, le mur tombe, 1991 et 90 à cheval sur les 2 années. La Moldavie, comme tous les autres anciennes républiques soviétiques, se déclare indépendante. D'accord. Et la Transnistrie, la partie qui est de l'autre côté du Dniepr, va encore plus vite et dit nous déclarons indépendants et faisons sécession d'avec la Moldavie. Et la Transnistrie, qui fait sécession de la Moldavie, en 1990, se proclame république socialiste, soviétique, moldave de Transnistrie. Ils ramassaient tout. Ils veulent rester moldaves et ils veulent rester socialistes et soviétiques. C'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris quand on va à Tiraspol et encore aujourd'hui de voir tous les symboles du régime soviétique, la statue de Lénine devant le Parlement, là aussi le marteau, partout. Oui. La guerre, j'en dis 2 mots.
sur cette guerre donc a éclaté. Qu'est-ce qui se passe entre la Moldavie et la Transnistrie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette guerre? D'un côté, nous sommes en 1992 et la Moldavie se trouve confrontée à une sécession. Une partie de son territoire, la Transnistrie, se déclare indépendant, souverain et se détache. La Moldavie ne peut pas accepter ça. La Moldavie ne peut pas accepter ça. Donc elle déclare la guerre à cette petite république socialiste soviétique, sauf que, sur ce petit territoire de la Transnistrie, il y avait la 14e armée russe, depuis que l'URSS avait été créée, commandée par le général Liebet, que vous avez là, en Transnistrie, était cantonnée la 14e armée russe au plus fort de son déploiement, 10 000 hommes, commandée par ce général Liebet, que j'ai rencontré en 1994 là-bas, que j'ai rencontré en 1995 à Paris. Vraiment, le général le plus impressionnant, il faisait 2 mètres. Une autorité incontestable. La guerre Moldavie contre Transnistrie, non. La guerre Moldavie contre Russie va durer 5 mois, du 1er mars au 29 juillet 1992. Elle a été violente. Les 2 principaux acteurs de ce conflit qui a duré 5 mois. Ce conflit qui a opposé donc la petite Moldavie, qui n'avait pas de moyens, qui n'avait pas d'armée, à l'armée russe, qui soutenait les Transnistriens, la 14e armée russe. Ils sont écrasés. Vous avez compris que c'est homme. Je voudrais insister 30 secondes sur Liebet. Ce commandant, si vous voulez, qui avait une autorité fabuleuse à cette époque-là, il était le seul qui aurait pu tenir tête à Poutine. Et comme par hasard, à l'élection de 2002, Liebet sera victime d'un accident d'hélicoptère. C'est lui qui a permis à la Russie de gagner la guerre de Transnistrie. Je vais revenir sur le type qui est là. C'est lui qui a permis, bien sûr, c'était facile, que la Russie gagne. Et puis, il a réglé, si vous voulez, la suite en disant, nous y sommes, nous restons, et c'est nous qui assurerons la paix. Donc c'est un cessez-le-feu, sans aucun accord, aucun traité qui mettant fin, un statu quo sur une situation bâtarde. Les Russes sont là, la 14e armée reste, l'armement dont je vais dire 2 mots tout à l'heure reste, la Russie s'est installée là, elle n'en repartira plus. Si je vous montre ce type avec qui je suis là, qui s'appelle Emil Ilescu. Il a été au cœur de cette guerre un élément déclencheur. Il était moldave et il avait été élu député moldave en prison après la guerre. Parce qu'il a mené un combat terrible, désespéré, contre l'armée russe et contre Liebet, avec ce qu'on a appelé à l'époque le groupe Iliescu. C'était les Moldaves au combat, symbole, si vous voulez, d'un combat asymétrique, ainsi de suite. Mais qu'il menait autant au nom de la Roumanie que de la Moldavie. Et il est le porte-drapeau des pro-roumains à Moldavie, Iliescu. Mais il est en tôle. Dès que la guerre était finie, et au milieu de la guerre, il a été arrêté avec toute son équipe qu'on appelait le groupe Iliescu. Ils étaient le cœur vraiment du conflit. Et le symbole peut-être de l'ultime combat mené pour rester proche de la Roumanie. Le Conseil de l'Europe me demande un jour, est-ce que vous tenteriez d'aller voir Iliescu en prison? J'ai dit d'accord, pas facile. Je vais dire tout à l'heure, si vous voulez, de ce qui était devenu la Transnistrie. Un monde clos, lugubre, assez lugubre. J'ai jamais été en danger quand j'y suis allée. Et quelque part, il fallait aller en Moldavie, puis en Transnistrie,
Et puis dans la prison où il était à 80 km de Tiraspol, curieuse expédition, Smirnov, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, qui est le patron de la Transnistrie, je l'ai rencontré 3 fois. Une fois, c'était en 98. À la fin de la réunion, je lui ai dit, Président, j'ai pour mission de vous demander de me laisser rencontrer le président Ilascu. Niet. Puis lève la séance. Il y avait un homme politique qui avait un grand prestige, autant que le président. Il s'appelait Maracusta. Il m'invite à déjeuner. Il tremble, il est brassé de roses rouges. Je les ai gardés longtemps. Je lui dis, le président Smirnov a eu tort de me dire non. Il me dit, oui, peut-être. Vous m'auriez dit oui. Oui, peut-être. Et je lui dis, aidez-moi à aller le voir. Il m'a dit, vous reviendrez? Oui. Je suis revenue, il a tout organisé. Je suis allée le voir. Ça a été une expédition. Ça a été très fort au niveau du Conseil de l'Europe. Bon, passons. En 2000, c'était en 98, en 2001, il a été libéré. Et un jour, sur la photo du bas, j'ai la surprise de le voir dans les couloirs du Conseil de l'Europe. Il venait d'être élu député en Roumanie, d'extrême droite, de Tudor, qui était le Le Pen de la Roumanie. Cette photo, quand on a eu pris cette photo, je lui dis, maintenant partez, je regrette de vous avoir sorti de votre trou. La Transnistrie, finalement, ce que je voudrais vous dire, avant de décrire un petit peu la Transnistrie, je voudrais revenir vers Voronin. Voronin est président de la République, et je le rencontre souvent. Nous sommes autour des années 2001, je lui dis, Monsieur le Président, vous êtes en train de laisser passer l'occasion de prendre le train de l'Europe comme la Roumanie, vous le regretterez. Peut-être, il me répond. Mais il avait fait le choix de l'Est. Et en 2003, la Russie lui propose un accord qu'on appelait le plan Kozak. Kozak est un député russe que j'ai connu, que je vois tourner autour de Poutine encore. Il est encore par là. Et ce Kozak avait fait un plan proposé à Voronin pour mettre fin à ce conflit et donner un statut à la Transnistrie. Voronin avait l'air d'accord sur certaines modalités. Et 3 jours avant la signature, quand on lui présente le plan Kozak, il se rend compte qu'il propose 2 États réellement séparés, indépendants, chacun une armée, chacun une monnaie, inclus dans une confédération. Voronin est un homme d'État. De tous, il est celui qui avait la stature la plus forte. Il a eu le sentiment profond, il a raison de se faire berner, et il voulait garder l'intégrité de la Moldavie. On est en 2003, en une nuit, il change d'avis. Il envoie un non catégorique à la Russie. C'est pris, si vous voulez, comme un boulet qui percutait violemment. Et à partir de ce moment-là, 2003, il entre dans l'association des pays du sud-est de l'Europe. En 2004, il intègre la politique de voisinage de l'Europe. Je parlerai un mot tout à l'heure d'un moment important. En 2009, il entre dans le partenariat oriental avec l'Europe et c'est lui qui avait engagé le fameux accord d'association qui, en 2010, conduira en 2013 à la signature de cet accord d'association par l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie à Vilnius, 2013, sauf qu'à Vilnius, tout d'un coup, Loukachenko, le président ukrainien, sous une certaine pression de la Russie, dit « Non, je ne signe pas ». Seuls ont signé la Moldavie et la Géorgie. L'Ukraine a reculé, il rentre, c'est la révolution de Maïdan. Au milieu de cette révolution, il est obligé de s'enfuir, il part en Russie. Et c'est après ça, en 2014, que Poutine prendra
la Crimée. Eh bien, Voronine, qui était vraiment cet apparatchik solide, est celui qui a fait rentrer la Moldavie à l'Europe. Alors, 2 mots sur la Transnistrie. C'est un trou noir. Petit, la Transnistrie, c'est grand comme les Hautes-Pyrénées, je pense. Quelque chose de près. On peut mettre peut-être maintenant, Jean-François, le stade. Alors, la Transnistrie, grand comme le département des Hautes-Pyrénées. Bon. 1990-1991, donc, séparation de la Transnistrie et la Moldavie. Qui porte ce combat, ce drapeau? Comme toujours chez les Russes, il y a un nom qu'ils ont choisi. Il s'appelle Smirnov. D'où sort-il? Il est arrivé de Kamchatka. Le Kamchatka, c'est là-haut, le détroit de Bering et l'Alaska. Il a été maire de Tiraspol, c'est un apparatchik lui aussi. C'est lui qui est choisi par les Russes pour prendre la tête d'un pouvoir politique qui reste à organiser. Oh, ça va être vite organisé. À partir de ce moment-là, la Transnistrie devient l'espace clos de la Russie. Ceux qui sont en place doivent faire en sorte que l'ordre règne, parce que le stock d'armes, je vous en dis 2 mots, il est grand, et que quelque part, la présence russe ne soit plus contestée, même si en 1999, tous les pays occidentaux et l'Union européenne, réunis à Istanbul, avaient demandé à la Russie, en 1999, de retirer les troupes et les armes, ce qu'elle ne fera pas, qu'elle fera légèrement. Donc Smirnov est à la tête de la Transnistrie et il va très vite créer un système qui va être un système politique autoritaire, bien sûr. Un jour, on votera, pas au début. C'est un système familial. Alors la Transnistrie, en 2 mots, on la voit bien là, c'est d'abord un arsenal. Toutes les armes qui étaient fabriquées là. C'était l'arsenal de l'URSS, c'était pas rien, autour de 3 villes industrielles que j'ai citées tout à l'heure. Et on fabriquait beaucoup. Mais quand l'URSS est tombée, on a rapatrié en Transnistrie toutes les armes de RDA, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Hongrie. Il faut que vous sachiez qu'on a constitué sur cet espace le plus grand arsenal du monde. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Des tanks, des engins de toute nature, des lance-missiles, des fusées à laser, des armes, les fameuses Kalachnikov. Jamais ces ateliers ne se sont arrêtés complètement. On ne savait jamais. Moi, je me suis approchée de tous ces endroits, je n'ai jamais pu rentrer dans ces usines. Ce dont on est sûr, c'est qu'elles continuaient à produire. Et aujourd'hui, on pense que l'arsenal encore peut être estimé à 42 000 tonnes. Quand j'en parlais avec Voronine, il me disait, Madame Durieux, écrivez 400 000. 400 000. Alors je lui dis, si j'écris 400 000, je dis, Voronine, oui. Donc j'avais écrit dans mes rapports 400 000 tonnes et je peux vous dire que les meilleures informations, je les tenais de lui. Aujourd'hui, il doit rester encore minimum 42 000 tonnes, 1500 hommes, bref, c'est un arsenal. C'est un espace économique incroyable, la famille Smirnov, parce qu'il a 2 fils. On crée une véritable holding. Ils maîtrisent tout ce qui est l'arrivée du pétrole et du gaz, tous les travaux publics, tous les supermarchés sont à eux. Ils ont même une distillerie de cognac qui ne fabrique que chaussures, des chaussures très appréciées en Allemagne. D'ailleurs, j'ai vu ces chaussures en Allemagne qui contrôlent la télé, le téléphone, les casinos. Bref, c'est un monde économique incroyable. Et il contrôle le domaine du sport. Si j'ai voulu mettre cette photo-là, c'est pour vous dire que cet archive Smirnov et sa famille s'appelle Shérif. Et au niveau sportif, c'est fabuleux. Sur 40 hectares, ce stade-là
c'est un stade de 13 000 places, à peu près, tout est chauffé. Les pelouses, les gradins. Il y a une piscine olympique qui n'a pas d'égal, à l'Europe. Les installations sportives, si vous voulez, tous les accès, tous les terrains d'entraînement. Il y a un hôtel sur ces gradins de ce stade. Ça m'arrange, l'Espagnol, quand il était président du comité olympique. À une période où quand même, il aurait bien fallu ce franquiste avoué, qu'il ne traîne pas trop quand même ses savanes. Eh bien, écoutez, sachez qu'aujourd'hui, la FIFA n'a aucun scrupule, parce que l'équipe de foot Tiraspol Sheriff, c'est celle-là. Et je voudrais vous dire que c'est au travers, merci Jean-François, de ces installations sportives, mais pas seulement, que l'on blanchit, et là aussi les chiffres m'ont été donnés par journée, 2 milliards de dollars par an. 2 milliards de dollars par an. Dans la Transnistrie, une affaire russe, ils sont positionnés là, il y a un Stockholm, une affaire familiale, aujourd'hui c'est un autre système, mais selon les mêmes modèles. À un moment donné, l'Europe a dit, mais maintenant, on a besoin de mettre un œil là-dedans. Parce que la Transnistrie séparée de la Moldavie, personne ne reconnaît ça. Même pas la Russie. La Roumanie non plus. L'Ukraine non plus. Si bien qu'autour des années, je crois que c'est en 2005, l'Europe, à la demande de la Moldavie et de l'Ukraine, et à ce moment-là, c'est Dodon qui est ministre de l'économie. Le quatrième président que vous avez montré tout à l'heure, la Moldavie et l'Ukraine ont demandé un contrôle du barreau, le barreau Tiraspol-Odessa. Tiraspol-Odessa. Parce que le trafic en Transnistrie, il arrive par Odessa. Et Odessa, c'est un port ukrainien, c'est un barreau de 80 km. Vous n'imaginez pas tout ce qui peut arriver par Odessa, qui de tout temps a été le plaque tournante de la contrebande. Tout ce qui peut arriver de partout, y compris de Chine. Ce contrôle de ce barreau s'appelait le bon. Moi, je suis allée 3 fois rencontrer, il y avait 200 agents de l'Union européenne avec les douaniers ukrainiens et moldaves et transnistriens. Si je vous dis que le directeur des douanes en Transnistrie est le fils de Mirnov, vous voyez un peu ce que sont les partenaires. Et si je vous dis que le directeur des douanes en Ukraine, incroyable, il était vraiment dans le système jusque-là, ils avaient envie de travailler à faire. Ils l'ont fait. J'ai vu des choses incroyables. J'ai vu arriver des trains, ils avaient été arrêtés, il fallait les empêcher d'arriver à Tiraspol. Et des trains éventrés, pour essayer de voir ce qu'il y avait dedans. Le trafic, il portait sur quoi essentiellement? Tout le monde dirait les armes d'abord. Non. On dirait les femmes. Il y en avait qui passaient. C'était les cigarettes, la drogue et le commerce des poulets. Le commerce des poulets, c'est incroyable. Des poulets qui arrivaient de Chine, des cuisses de poulets, qui arrivaient de Chine. J'en ai vu là, et j'ai senti pendant 3 jours, des wagons en pièces éventrés, et qui partaient où? Qui traversaient la Transnistrie, Tiraspol, Bruxelles. L'autre plaque tournante, on dit ça, Tiraspol, Bruxelles. Et ça revenait chez nous dans les supermarchés. 900 euros la tonne, le prix normal chez nous. 140 euros la tonne, le prix quand ça arrivait par la Transnistrie. Qu'est-ce que l'Europe a réussi à faire? J'abrège, des choses assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à arrêter les trains, arrêter les voitures, etc. Dans les chefs d'entreprise de Moldavie, finissaient par ne plus pouvoir passer ni dans un sens ni dans un autre. Et curieusement, ce que la politique n'arrivait pas à faire, l'économie et les intérêts bien pensés m'ont gardé. Les chefs d'entreprise transnistriens qui se trouvaient à l'Église ont accepté d'aller
Chisinau, en Moldavie, pour pouvoir passer la frontière dans un sens et dans un autre. Et cette opération a été une réussite absolue. En un an, il y a eu 200 entreprises. En 3 ans, il y en avait 2000. L'opération a été poursuivie et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il n'y aurait pas eu cette affaire d'Ukraine. Je pense que le problème de la Transnistrie, doucement, allait vers une forme de régulation étonnante par le biais de l'économie. On ne les entend pas beaucoup. Cette guerre les dérange. Le statu quo, même celui qui leur a été imposé par l'Europe, leur convenait, d'autant plus que l'Europe, dans sa démarche enveloppante, je dirais parfaitement réussie, les a intégrés dans tous les programmes européens. Et peut-être que le problème de la Transnistrie aurait été résolu de cette façon et sur ces bases-là. Qu'en sera-t-il demain? J'en sais rien. Bon, alors la guerre en Ukraine, écoutez, je dirais que cette guerre en Ukraine qui va entraîner la Moldavie, bien sûr, et la Transnistrie et tous les autres, ceux qui connaissaient le plus cet espace ne l'ont pas vu venir, en tout cas, pas comme ça. Je reviens très rapidement. Il y a toujours des causes lointaines et puis des causes immédiates. Alors, les causes lointaines de la rupture de Poutine avec le monde occidental et finalement avec ce qui avait été mis en place, je les résume en disant fin de l'URSS 90-91. On n'y est pour rien. C'est Gorbatchev et Helsinki. Moi j'avais ça. Et ce sont les Russes. On n'y est pour rien. Au moment où l'URSS tombe, le pacte de Varsovie qui liait les 15 républiques et les pays satellites pour assurer leur sécurité tombe au-dessus. Et on a dit, Poutine dit, c'est un peu vrai, mais c'est quand même pas vrai, que nous avions profité au maximum de cette situation et peut-être pas su faire de la Russie un partenaire. Probablement. Mais moi j'ai envie de dire, parce que j'étais dans toutes ces institutions, qu'en 91, et jusqu'en 94, a été créé le pacte OTAN-Russie. La Russie n'a pas été intégrée à l'OTAN, mais la Russie a été associée à l'OTAN. C'est pareil. En 2001, il y avait une assemblée qu'on appelait Union de l'Europe occidentale, sécurité défense. J'en étais vice-présidente pendant 10 ans. Ils ont été associés, peut-être pas allemand. Ils étaient totalement avec nous sur tous les dossiers et nous étions en permanence chez eux. Moi, encore une fois, je suis allée en Russie à Saint-Pétersbourg. En 1996, ils sont rentrés au Conseil de l'Europe. Donc il y a eu des choses de fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à aller plus loin? J'étais pour un partenariat avec la Russie. Incontestablement, il y a eu une défiance. Pas forcément de nous, les pays occidentaux, mais les pays de l'Est, les colonies, les Baltes. Ils n'en voulaient pas de ce rapprochement. Et quand Poutine est arrivé, porté par Helsinki qu'il avait choisi pour de bonnes raisons, il a rempli une partie du contrat, il a honoré la famille d'Helsinki, il l'a préservé, c'était la chose la prioritaire pour Helsinki. Mais enfin, le reste, Helsinki avait tracé une feuille de route que Poutine n'a pas suivie. Et Clinton l'a compris et l'a senti. Et on a montré un jour, je ne sais pas à quel moment, Clinton interrogeant Helsinki et lui disant « Tu es sûr de ce type ?» Et Helsinki, on sent qu'il est surpris. Clinton avait compris que Poutine ne serait pas forcément la créature d'Helsinki jusqu'au bout, surtout après Helsinki. Donc, Poutine a changé. Alors là, j'ai envie de vous dire, le travail qu'il fait depuis les années 2002-2006, souterrain, énorme, parce que c'est un stratège. Je lisais hier que depuis 2008,
il aménage les bases navales de Géorgie en Abkhazie. Autrement dit, il prépare ce qu'il fait maintenant depuis longtemps. Alors nous avons été surpris, oui, même moi qui croyais bien connaître comme... Parce que j'ai labouré ce terrain, mais vraiment, si vous voulez, je peux vous dire, j'y étais. Et au milieu de ce n'était pas du tout aisé. Bon, à partir de là, effectivement, l'homme était un fin stratège et surtout sa formation KGB. Et son mental peut-être d'homme qui vivait la grandeur de la Russie, qui vivait la grandeur de cette Russie et qui vivait mal ce qui s'est passé. Et qui l'amène aujourd'hui à faire tout ce qu'il fait, c'est effrayant, c'est étonnant. Il réécrit l'histoire, il reformate les enfants, etc. C'est effrayant, mais ça l'habite depuis longtemps. Et alors, nous lui avons laissé une marge de manœuvre coupable. Nous avons ouvert des boulevards devant lui. 1992, il n'est pas responsable du fait qu'un morceau de la Géorgie tombe, c'est l'Abkhazie. C'était pas lui, mais ce morceau de la Géorgie, avec l'appui des troupes russes, qui est perdu et qui devient une pseudo-république autoproclamée. Je vais vous faire une confidence, je suis allée en Abkhazie en 1994. C'était la fin de la guerre, c'était l'autre mission difficile. Nous avons failli être victimes de l'attentat pour des raisons de retard. L'attentat a eu lieu, il a fait des morts côté géorgien, c'était pour nous, on est passé à côté. L'horreur. 92, un morceau de la Géorgie tombe, les Russes s'y mettent. On ne traite pas, on ne finit pas. Statu quo, et de l'évacuer. 2008, je peux vous dire, j'ai beaucoup râlé sur les bancs du Sénat, dans la commission de la Défense où je siégeais, dont j'étais vice-présidente au Sénat. Parce que tout le monde a légitimé la prise de l'Ossétie par la Russie. Mais 2008, le président de la République qui était en place, je le connaissais personnellement, il s'appelait Saakashvili. C'était un jeune fou, un type intelligent, vraiment, il était conseiller européen, moi j'allais dans plein de missions avec lui, il est en tôle maintenant, il est en train de mourir, il est en train de mourir. Il avait sûrement la garantie des Américains qui le soutiendraient. Les Russes étaient sur le point d'attaquer, c'est lui qui attaque. Tant dire qu'il lui a rien manqué. Les Russes arrivent, ils prennent l'Ossétie, s'arrêtent à 80 km de Tbilissi. Et ils y restent. Il se trouve, c'est Bush, fils, qui est président, et que la France, avec Sarkozy, préside le Conseil européen. Moi, je ne suis pas fière de ce que c'est nous qui présidons et qui, par conséquent, disons à Poutine, attention, tu es arrivé là, mais tu ne vas pas plus loin. D'accord. S'arrête là. Mais nous l'avons laissé arriver là. Les Américains ont fait aux Géorgiens ce qu'ils ont fait aux Arméniens l'autre jour. Ils les ont laissés tomber. J'espère qu'ils ne vont pas recommencer avec les Ukrainiens. Mais c'est exactement ce qui se sera passé très souvent avec eux. 2013, on est en Syrie. C'est Obama qui est président des États-Unis. Parce que Poutine, tout ce qui souffre comme perspective, toutes les faiblesses qui s'expriment sont autant de feux verts qui clignotent et qui lui ouvrent, si vous voulez la voir. 2013, vous savez, la guerre de Syrie, l'usage des guerres chimiques par Bachar el-Assad, je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait dit la ligne rouge, s'ils les utilisent, les Américains foncent et les Français suivent. Il les a utilisés. Nous étions prêts, Hollande qui était président, à y aller dans la nuit. Obama, il ne mérite pas le prix Nobel de la paix qu'il a reçu avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Se retire. Mais là, Poutine, il a compris. Il a compris que même il pouvait, c'était en 2013,
qu'il pouvait essayer de prendre toute l'Ukraine. Et en 2014, il prend la Crimée. Il prend, après ça, il prend la Crimée. Et qu'est-ce que nous disons? Rien. Vous avez parlé des Tatars tout à l'heure. C'était effectivement avant, bref, les Tatars. Et on peut refaire l'histoire de la Crimée. 2014. Et depuis 2014, Poutine a son moment de prendre toute l'Ukraine. Alors, 2022, 22 février 2022, une date critique. Il attaque l'Ukraine, il attaque Kiev, et délibérément, il montre là et là-bas, c'est toute l'Ukraine qu'il vise. Bon, je m'arrête là, on pourra conclure après. Où en sommes-nous maintenant? Notre carte, peut-être, Jean-François, peut terminer. Laquelle vous voulez? Celle-là. On peut finir là. On peut finir là. 22 février 2022. Ce que Poutine a fait, ça sera historiquement, vous qui êtes des historiens, Jean-François, un moment de rupture. C'est un moment de rupture. Parce qu'à l'évidence, tout ce qu'il peut y avoir comme traités internationaux, comme plaque géopolitique tectonique en place depuis la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, tout ça est remis en question dans un chaos aujourd'hui qui est quand même extraordinaire et qui quand même est effrayant. Alors, aujourd'hui, ben voilà, ce qui est en rouge là, la carte du bas, c'est ce qu'il a. La Crimée est là depuis 2014 et le reste, il l'a pris en 2022-2023. Le front est bloqué. On voit bien que les Russes n'arrivent pas à avancer et que la contre-offensive des Ukrainiens n'a pas marché. Donc nous sommes sur cette position. Que font les puissances occidentales? Est-ce qu'elles viennent renforcer l'Ukraine? Vous l'entendez comme moi, vous le constatez vous aussi. La réponse c'est non. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Si Poutine gagne, il aurait bien dit ça, mais les puissances occidentales, toutes les démocraties, auront perdu. Et ça sera un autre moment de rupture vraiment redoutable. Bon. Où en sommes-nous en dehors de ce secteur? Je finirai là-dessus. Sur la partie continentale, il semble que les choses soient figées. Il semble que les choses soient figées. Les fameux avions n'arrivent pas, les obus manquent, vous suivez l'actualité comme moi. Les choses sont figées, en tout cas elles sont figées pour l'hiver. Par contre, curieusement, et c'est intéressant de mettre l'accent là-dessus pour finir, il y a une curieuse guerre, un autre front, sur les mers, et notamment sur la mer Noire. De tout temps, la Russie a cherché l'accès aux mers chaudes. Les mers chaudes, c'est ça. La mer Noire, la Méditerranée. Entre parenthèses, on se demandait pourquoi il était un soutien sans faille de Bachar el-Assad. C'est parce qu'en Syrie, il y avait deux ports russes, Latakia et Tartous. Là, on se rend compte qu'il a échoué à prendre Odessa. Là, la Moldavie était en danger. Et la Transnistrie aussi. Parce que s'il avait pu faire la jonction, ce que l'on voit en rouge, jusqu'à Odessa, là, le coup aurait été réussi, parce que Odessa, Transnistrie, Tiraspol, le reste suivait. Mais est-ce que c'est la Moldavie et la Transnistrie
qui l'intéressait par-dessus tout, c'était Odessa, essentiellement. Et s'il avait pris Odessa, bien sûr que le reste se suivait. Donc il y a eu un moment où, effectivement, cette guerre autour d'Odessa devenait stratégiquement dangereuse. Mais si Poutine gagne, il aura gagné ça. Et il aura réussi dans la façon dont il réécrit à la fois l'histoire l'ancienne et l'actualité. Il peut être gagnant de ces batailles-là. Quand on regarde un planisphère et qu'on cherche les pays qui le soutiennent, on se rend compte que 85% de la population du monde, au travers de pays extrêmement différents, en passant y compris par l'Inde et la Chine, le soutiennent. On est isolé. On est isolé. Si Poutine gagne, l'Ukraine perd. Alors les grands perdants, les pauvres. Ce sont les Ukrainiens. Ce n'est pas pensable. Est-ce que l'Europe a gagné? Vous voyez dans quel état nous sortons de cette affaire-là? Nous ne comptons plus beaucoup. L'Europe, elle aura gagné de s'élargir peut-être à l'Ukraine, sûrement, à la Moldavie, probablement, à la Géorgie, sans doute, je doute qu'elle y arrive. Je doute qu'il y arrive. Et l'OTAN, qu'on disait en état de mort cérébrale, dans quel état est-il? Eh bien, c'est peut-être l'OTAN qui s'en tire le mieux, mais pourquoi, finalement, s'il n'aide réellement pas l'Ukraine à gagner cette guerre? Parce qu'il l'a faite par puissance interposée. Bon, il y a quelque chose qui est important au niveau de l'OTAN. La Finlande a adhéré. Ah, ça n'est pas rien. La Suède, elle est en train, hein, parce que non seulement Erdogan s'oppose, mais Erdogan, c'est important, c'est l'OTAN, mais en Europe, la Hongrie s'oppose aussi. Donc finalement, à l'instant, le problème de la Moldavie il est devenu secondaire, à mon avis. Le problème de l'avenir de l'Europe dépend quand même du résultat de ce conflit, et je trouve personnellement coupable que nous n'accompagnons pas davantage les efforts de l'Ukraine, qui mène une guerre pour nous, pas seulement pour nos valeurs, pour nous, l'Europe. Pour nous, l'Europe, ce qui signifie que si vraiment ils perdent, nous serons perdus. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.